plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue. D'abord, les titres. Le budget a été quadruplé en 5 ans. Un record historique du gouvernement des Warriors. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a fait état de l'évolution du cadre macroéconomique de 2019 à 2023. La croissance est partie de 5,8% à 6,2% en 2023. Un mort enregistré lors de la campagne électorale. Le président de la Ligue de jeunes de l'Assemblée pour la République dans la province de Maniema a été arraché la vie. Le cortège des candidats numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, était attaqué. Les avocats de Kindu réclament la justice ce mercredi dans les rues de Kindu. Encore une fois, merci de suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. C'est mardi 28 novembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante, via son rapporteur adjoint Paul Moindo, ont lancé la formation des chefs des centres de vote, des techniciens, des informaticiens, des centres de vote dans les territoires de Nyunzu. Nous sommes dans la province de Tanganyika. Plus de détails avec Pris Kambungu. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Moindo, a lancé la formation de chefs des centres de vote ce mardi 28 novembre 2023, des techniciens informaticiens, des centres de vote et des présidents formateurs dans la province de Tanganyika. Aussitôt accueilli, le reporter adjoint s'est rendu aux installations du CEP pour une mise au point avec les équipes sur place. La cascade vise à maintenir les mêmes niveaux, les mêmes degrés et tout ce qui a comme la même matière qui y avait commencé du niveau 0, du niveau 1, qui doit être la même matière jusqu'au dernier niveau. Au total, c'est 79 852 que nous allons former sur toute l'étendue de notre pays. Et la CENI compte beaucoup sur votre participation. Et à votre niveau, vous êtes donc l'un des derniers maillots de la réussite de notre processus. Au cours de cette réunion technique, il s'est imprégné du déroulement du processus dans cette partie du pays. Rappelons que toutes les étapes de formation, en commençant par le niveau 0 sur l'harmonisation de modules dispensés, la formation du niveau 1 ayant permis d'avoir le missionnaire, les niveaux 2 et 3 combinés auxquels ont pris part 1364 formateurs électoraux nationaux. Les CEP ainsi que les chefs d'antenne. Ici est de noter que les niveaux 4 concernent les agents directs du processus. Au total, 79 852 qui bénéficient de cette formation sur toute l'étendue du territoire national. Dans un communiqué, en bref, c'est lundi, c'est mercredi plutôt, la CENI rassure que les élections se tiendront bel et bien le 20 décembre prochain et juge la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo Besungu inopportune, incendiaire et inconstructive. La centrale électorale la considère comme un procès d'intention qui est de nature de démobiliser toutes les parties prenantes engagées dans les processus électoraux qui amorcent son dernier visage. Au terme du quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le bilan est aussi économique. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a annoncé les chiffres satisfaisants pour Nicolas Kazadi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dit gouvernement Warrior, a réalisé pendant 5 ans un record historique en termes de la réserve charge. Suivez.
Nous avons eu une très bonne croissance, mais nous avons connu néanmoins une évolution de l'inflation un petit peu erratique. Entre 2018 et 2021, l'inflation s'est bien comportée. En 2018, on était à 7,23%. En 2021, on finissait l'année à 5%, avec une inflation, un pic à 15% en 2020. 2020 étant une année marquée par la crise Covid, avec tout ce que cela a entraîné comme difficulté impact au niveau des finances publiques et au niveau du déficit des finances publiques. L'inflation, donc, s'est bien comportée jusqu'en 2021, même un peu 2022, mais fort malheureusement, la crise en Ukraine a eu un impact direct sur notre économie parce que en 2022, la vulnérabilité de l'économie congolaise est apparue de la manière la plus forte, puisque nous importons quasiment la totalité des principaux produits de consommation, de grande consommation, que sont le riz, les huiles, le lait, etc. Et donc, nous avons importé cette inflation et nous avons connu 13% d'inflation en 2022. Et cela s'est poursuivi en 2023 parce qu'en 2022, ça a été relativement limité par le fait que les recettes d'exportation nous ont permis de faire face à la facture des importations. Mais en 2023, nous avons connu un petit recul de nos recettes d'exportation liées à la baisse des prix du cobalt. Et donc, cela s'est répercuté par un comportement en baisse de la monnaie locale, de la monnaie du franc congolais, et ça s'est répercuté automatiquement sur les prix intérieurs puisque l'économie est extrêmement extravertie et très ouverte. Au cours de ces briefings sur les chiffres du bilan économique, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, s'est dit satisfait de la performance dont a fait montrer le gouvernement congolais dans l'évolution des chiffres réalisés durant les quinquennats en cours. Ce briefing a été conjoint avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Suivez. 2024, parce que nous avons préparé les budgets 2024. Et parce qu'on parle de budget, il faut savoir que les budgets ont été triplés. Nous sommes partis d'un budget de 5,7 milliards, je pense, si ma mémoire est bonne, pour arriver aujourd'hui à un budget de plus de 16 milliards. C'est inédit. Je ne pense pas que dans cette période, aucun pays ne l'a fait dans le monde. Mais les chiffres, c'est aussi les efforts qui ont été consentis, parce que plusieurs fois, on nous a dit les fonds générés ont servi à quoi? On va vous donner des indications. Par exemple, il y a eu 300 000 nouveaux mécanisés et pour la première fois depuis une bonne dizaine d'années, il y a eu 10 000 mises à la retraite et tant d'autres chiffres. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir, parce que c'est les spécialistes du gouvernement sur le sujet, de revenir un peu sur la problématique à un moment du taux de change pour expliquer l'incidence de tout ce qui se passe dans le monde entier sur l'économie en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonsoir. Ce soir, ce n'est pas le briefing classique, mais ce soir, nous avons voulu créer ces cadres pour ce besoin, pour couvrir ce mois de campagne. Nous voulons revenir sur les principaux chiffres que nous avons fait sous la présidence justement du président Tshisekedi. La première session a été faite avec le directeur général de la Régie des eaux, qui nous a démontré par A plus B qu'en 5 ans, on a pu donner de l'eau à près de 11 millions de Congolais. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi dans la province de Maniema. Les avocats ont marché en symbole des manifestations avec indignation à propos du meurtre de leur collègue Maître Dido, responsable de la Ligue de jeunes de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué, lâchement abattu dans la journée du 28 novembre 2023 par la police nationale congolaise, alors qu'il accompagnait les cortèges de son leader politique en campagne électorale. Dans les chefs-lieux de Maniema, les avocats de Kindu étaient donc dans la rue ce mercredi pour dénoncer l'assassinat de leurs collègues.
On va parler de l'éducation. Visite d'inspection des travaux de construction des nouveaux bâtiments de l'Université de Goma par les ministres de l'ESI, Moïndo Nzangi. C'est mardi 28 novembre 2023. Sur place, il a remercié les ingénieurs en construction qui se battent pour doter cette université des infrastructures modernes. Suivez. Mardi 28 novembre 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Butondo en visite à l'Université de Goma. Dans cette visite guidée par le professeur Moïndo Mwanda, recteur de cette institution étatique, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire est venu se rendre compte de l'évolution des travaux de construction des cliniques universitaires de l'Université de Goma grâce au partenariat public-privé. Donc ce n'est pas une question de promesses, c'est une réalité. Et donc nous remercions les ingénieurs qui sont en train de faire du travail ici de titan. Ça va très vite, ça n'a pas encore fait 2 ans, mais déjà on est presque vers la fin. Et je remercie aussi les recteurs qui font le suivi, qui poussent pour que ça se passe très vite. Et donc très bientôt, on va avoir à Goma, donc en dehors de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani, on va avoir à Goma les cliniques universitaires. Mais je voudrais bien vous rassurer que ce qu'on construit ici, c'est plus grand que les cliniques de Kinshasa, c'est plus grand que les cliniques de Lubumbashi. C'est beaucoup plus grand que ce qu'il y a à Kisangani. Ces travaux et tant d'autres pour la modernisation de la faculté de médecine de l'Université de Goma s'exécutent depuis l'avènement de l'équipe du professeur Moïndo Mwanda, ce qui réjouit le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Butondo. Je veux avoir profité de ce moment pour remercier le recteur Mwanda, le grand warrior avec son comité. J'ai d'abord visité l'extension des laboratoires avec la construction d'une salle de simulation moderne qui va être complètement équipée. S'il faut propre l'Unigom, je voudrais bien le préciser, puisqu'on n'a pas recréé l'Unigom. C'est l'Unigom d'avant qui était, des frais payés par les étudiants qui étaient consommés. Aujourd'hui, avec la bonne gouvernance que nous avons implémentée partout, il y a des constructions et l'Unigom fait partie des bons élèves. En tout cas, il faut du bon travail. Soulignant que les travaux de construction de ces cliniques universitaires sont à phase terminale. Les élections présidentielles au Bénin, comme vous avez compris, on quitte la République démocratique du Congo pour parler de l'Afrique, plus précisément au Bénin. L'audit de la liste électorale au cœur des échanges entre les présidents Patrice Talon et l'opposant. Suivez. À l'issue de 4 heures de discussion, un accord a été trouvé pour l'audit de la liste électorale jugée non consensuelle par l'opposition. Les échanges entre le chef de l'État Patrice Talon et la délégation conduite par son prédécesseur Thomas Boni Yahi ont porté sur les griefs du principal parti d'opposition contre le processus électoral en vue des élections générales de 2026. Malgré la reconfiguration politique suite aux élections législatives de janvier 2023, le membre désigné par le chef de file de l'opposition et un député d'un des partis soutenant les actions du président Patrice Talon demeure membre du Conseil électoral, organe paritaire composé de 5 membres. Le parti Les Démocrates espérait un changement suivant les résultats des législatives, mais Patrice Talon a marqué son désaccord au motif que l'opposition est représentée à la Sénat par le parti Force Corée Bénin émergent, présidé par Paul Humpé. En situation normale, le conseil électoral serait composé de 2 personnes, de 2 représentants désignés par le parti Les Démocrates. Nous espérons que les discussions vont se poursuivre et que nous réussirons à infléchir la position du chef de l'État et du pays en général. Sur l'ensemble des préoccupations, le parti Les Démocrates a obtenu entre autres des accords du président Patrice Talon pour l'examen de la liste électorale et la représentation du parti d'opposition dans les instances de désignation des agents électoraux. Concernant la plaidoirie liée à la libération des détenus, notamment de l'ex-ministre de la Justice Rikia Madougou, ainsi que le retour des exilés, la question demeure en examen au niveau de l'exécutif. Nous avons quittant l'Afrique pour se rendre en Europe pour parler de la guerre Israël-Hamas.
Manifestation mardi soir en Israël, à Cisjordanie occupée. Des adolescents palestiniens ont perdu la vie dans les affrontements avec l'armée israélienne. Suivez. Regain de tension en Cisjordanie occupée. Mardi soir, 2 adolescents palestiniens ont été tués lors d'affrontements avec les troupes israéliennes, selon le ministre palestinien de la Santé, à Toubas et près de Ramallah. La situation reste tendue en Cisjordanie. Elle s'est aggravée après les attaques du 7 octobre. Sur place, l'armée israélienne y mène des raids réguliers. Les forces militaires sont arrivées dans ce quartier. Et pour la 2e fois, elles sont entrées dans cette maison où se trouve un tunnel. Il y a 2 semaines, elles ont lancé une attaque sur la zone et maintenant, elles ont démoli la maison. Mardi soir, le président de l'ONG Médecins sans frontières l'affirmait. L'armée israélienne a bloqué l'entrée de l'hôpital Khalil Suleiman, empêchant la prise en charge des blessés. 2 patients seraient décédés dans des ambulances, faute de pouvoir accéder à l'hôpital. Les patients blessés n'ont aucun moyen d'atteindre l'hôpital et nous ne pouvons pas les atteindre non plus. Il n'y a rien de pire pour un médecin que de savoir que des personnes ont besoin de nos soins et qu'elles ne peuvent pas les recevoir. À Jenin, bastion des groupes armés palestiniens, 5 personnes sont mortes ce week-end lors d'une incursion de blindés israéliens. Plus de 180 Palestiniens ont été libérés des prisons israéliennes depuis le début de la trêve vendredi. Dans le même temps, 2500 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre, selon le journal Le Monde. De son côté, l'AFP a recensé plus de 230 Palestiniens tués par des soldats ou des colons israéliens, en s'appuyant sur les chiffres du ministère palestinien de la Santé. Parlons de la situation des déplacés de la guerre Israël-Hamas. Des Gazaouis sans abri continuent de manquer de tout et lancent les cris d'alarme aux autorités et surtout à l'ONU pour l'aide humanitaire. Suivez. Le long de la Méditerranée, plusieurs tentes ont été érigées. C'est ici que vivent désormais quelques Gazaouis, faute de mieux. L'armée israélienne leur a demandé de partir de leur appartement avant de bombarder leur quartier. Ici, il manque de tout et l'arrivée de l'hiver complique les choses. Nous souffrons du manque de matelas et de couverture. Nous sommes près de la plage, il fait très froid. Nous avons reçu une couverture pour tout l'abri, ce qui n'est pas suffisant. Nous ne savons pas si nous avons été enregistrés pour recevoir de l'aide. Nous sommes sans abri et nous avons des enfants. Que pouvons-nous faire? Plus au nord de l'enclave à Jabalia, c'est la question de l'eau qui inquiète les habitants. Lors des bombardements de l'armée israélienne, 50% des puits ont été détruits, entraînant une crise majeure. Des heures durant, les habitants doivent faire la queue pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Partout dans la bande de Gaza, les conditions sanitaires empirent de jour en jour. La question des ordures en est le symbole. Environ 35 000 tonnes d'ordures ont été entassées, entraînant des problèmes de santé pour les habitants de Gaza. Les poubelles sentent mauvais, cela attire plein d'animaux, ce qui menace les citoyens d'une catastrophe sanitaire et environnementale. Le prolongement de la trêve pour 2 jours devrait permettre à davantage de camions d'aide humanitaire de rentrer dans la bande de Gaza. Mais pour le... Une édition des Prix Kambungu réalisée par Christian Touré Mukendi. Un grand merci à merveille Pierre Pala qui était derrière la caméra. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, cette édition est terminée. Bonsoir chez vous.